vraiment loin du jardin. Nous allons accueillir Mohamed Amer Méziane, qui s'intéresse notamment à ce qui lie le ciel et les sous-sols afin de mieux rendre compte des processus extractivistes. Il propose une métaphysique singulière qui questionne profondément ces liens. En effet, et Mohamed en parlera, pour qu'advienne l'extractivisme, il a fallu que des démons disparaissent. Et cette disparition est la conséquence d'un ensemble de bouleversements historiques qui lient étroitement à la rencontre coloniale. Merci Mohamed d'avoir accepté notre invitation. Je te vois pas, mais j'imagine que tu arrives. Ah, c'est bon, tu es là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être quelques mots pour te présenter. Donc, tu es philosophe, actuellement maître de conférence à l'Université Brown aux États-Unis. Tu es l'auteur d'une thèse très remarquée sur la sécularisation comme effet de la rencontre coloniale, soutenue à l'Université Paris 1 en 2021, publiée en 2021 sous le titre « Des empires sous la terre ». Tu explores notamment la généalogie de l'extractivisme des États fossiles. Et dans un second livre très étroitement lié au premier, intitulé « Au bord des mondes » et publié en 2023, tu appelles à une métaphysique incarnée dans une écologie qui prend en considération ce qui excède la Terre. Je signale également à notre public anglophone que Des empires sous la Terre a récemment été traduit en anglais et publié chez Verso. Je te laisse la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Salma, et merci à Martin et à toute l'équipe de l'UMA de cette invitation. Je vais commencer en fait par lire une archive en fait. Donc en fait, il s'agit d'une lettre écrite par un chargé d'affaires du gouverneur de Cochinchine. La lettre date de la fin du 19e siècle, et donc elle date de 1882. Donc je vais la lire et ensuite, à partir de là, je vais essayer de déployer un certain nombre d'arguments déjà présentés en partie par Salma. Nous obtiendrons des concessions si nous sommes les plus offrants et si l'exploitation peut se faire sans danger pour l'épiderme du dragon. Il paraît bien décidé que nous ne serons pas privilégiés et les deux conditions posées permettront toujours de répondre par un refus à toutes nos demandes. On nous concédera probablement les gisements de charbon de Quang-Yen parce qu'on n'oserait probablement pas tout nous refuser, mais nous ne pouvons guère compter obtenir plus du plein gré des gouvernements actuels. La superstition du dragon n'a pas été imaginée exclusivement contre nous. Elle existe réellement, mais elle est plus répandue et a plus de force chez les lettrés que chez les ignorants. On peut être certain qu'à l'occasion, on rendra impossible l'exploitation de quelques gisements dont nous demanderions la concession, en imaginant quelques dragons supplémentaires dont il serait la retraite inviolable. J'ai demandé au mandarin à quel signe particulier se reconnaîtrait la présence souterraine du dragon. Ce n'est pas apparent pour le vulgaire. Quelques devins ont seuls le don de déterminer ces endroits sacrés. Le mandarin a entrepris de me figurer à peu près la forme des montagnes à dragons. Cela m'a paru inintelligible. Le mandarin m'a assuré qu'il était possible de dresser une carte du dragon. Je tenais à savoir si l'on pouvait se mettre en garde contre les faux dragons. J'ai eu la satisfaction d'apprendre que, jusqu'à présent, le territoire de la province de Quang-Yen ne renfermait pas de traces de dragons. On risque, paraît-il, en creusant le sol, de crever une veine du saint animal, et il résulterait de cet accident d'affreux malheurs, c'est-à-dire, je crois, la chute de la dynastie régnante. Je disais au ministre que nous avions creusé le sol en tous sens, en Europe, sans rencontrer le plus petit dragon, et sans que les fouilles eussent causé quelque cataclysme. Il m'objecte que les Chinois partageraient la même superstition et que c'était pour ce motif qu'ils avaient supprimé le chemin de fer construit sur leur territoire. J'imagine qu'il pensa que c'est faute de dragons, que les Occidentaux sont des barbares ou inversement. La première question que j'aimerais poser, c'est comment lire ce texte. C'est un texte qui est une archive coloniale. Et mon hypothèse, si vous voulez, c'est que pour la lire, il va falloir se débarrasser d'un certain nombre d'hypothèses convenues ou de présupposés, disons, qui déterminent un certain nombre de travaux en histoire environnementale et plus généralement en sciences humaines. La première chose qu'on voit en fait dans cette archive, c'est que
il ne s'agit pas simplement entre, si vous voulez, le colonialisme extractiviste et les peuples qui sont autochtones ou qui habitent les terres que ce colonialisme veut exploiter. Il ne s'agit pas simplement de conflits entre deux visions de la nature ou même entre quelqu'un qui aurait une conception de la nature et quelqu'un qui n'en aurait pas. Vous voyez bien que là, le conflit est un conflit entre des métaphysiques. Et j'aimerais bien expliquer ce que j'entends par ce terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement une manière de penser non seulement la terre ou le sol ou la nature ou l'environnement, mais aussi spécifiquement deux manières différentes de penser ce qu'il y a sous nos pieds, le souterrain. D'un côté, vous avez un mandarin qui dit, au fond, que le monde souterrain est précisément un monde et que la mine n'est pas simplement une entité visible et en ce sens physique et donc purement naturelle, puisque la mine est en fait le corps d'un dragon. Okay ? Donc ce qui est visible est en fait complètement pénétré d'une certaine manière d'une dimension invisible, ou ce qui est physique est pénétré par une dimension qui est métaphysique. Et la question est de savoir comment le discours colonial tente de donner un sens, d'interpréter cette vision, si vous voulez, non seulement du monde, mais en fait de ce qu'il y a en dessous du monde, entre guillemets, ou du sous-sol, ou du souterrain. Et, si vous voulez, le discours à l'aune duquel ce chargé d'affaires en Cochinchine opère, en fait, c'est un ensemble de discours, si vous voulez, qui ont trait à ce que j'aimerais appeler, et j'aimerais le décrire, la critique du ciel. La critique du ciel. C'est une phrase qui vient d'un texte de Marx, peut-être qu'on en reviendra, mais c'est ce que je vais appeler la critique du ciel. Alors pourquoi ? Premièrement, il y a un terme qui semble aller de soi, et en fait, justement, j'aimerais bien vous montrer qu'il ne va pas de soi, c'est le terme superstition. Ok ? Superstition. Donc, l'archive coloniale, si vous voulez, elle n'est pas simplement raciale. D'ailleurs, elle ne présuppose pas, a priori, qu'il y aurait, par exemple, une infériorité du mode de pensée en cause, ni non plus des populations en cause. En tout cas, c'est indirect. Il y a évidemment une part d'ironie dans le texte. Mais cette part d'ironie, elle est liée au fait de pouvoir qualifier et donc disqualifier une manière de vivre et une manière de considérer les sous-sols, je ne dis pas de croire, de considérer ces sous-sols, de les vivre, de les habiter, comme superstitieuses. Autre terme, qui est le terme d'imagination, à savoir que, si vous voulez, l'épistémologie coloniale présuppose que le dragon est une superstition, donc une croyance qui a été imaginée. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui nous est d'ailleurs très familier en tant que modernes. Oui, les idées dites religieuses seraient des produits de l'imagination humaine. Si vous relativisez la forme de discours qui se déploie à travers cette archive, vous ne pouvez pas partir du principe que ça va de soi. Si vous le faites, vous prenez en fait la perspective de l'archive coloniale elle-même, vous prenez la perspective en fait du lettre du chargé d'affaires, si vous voulez, en Cochinchine. Donc l'idée, c'est d'essayer de se décentrer par rapport à cette perspective et de comprendre en fait ce qu'elle nous dit, non seulement de l'histoire de l'extractivisme, mais aussi de la manière dont on croit pouvoir en sortir. Alors vous allez me dire, bon, ok, très bien, mais vous n'allez quand même pas nous affirmer que, je ne sais pas moi, le dragon existe. Et je n'ai pas nécessairement dit ça, et ce n'est pas nécessairement ça que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette... comment analyser en fait ce texte ? Bon. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas déterminer, et l'idée c'est précisément de laisser cette question en suspens, si la mine est un dragon ou si la mine n'est pas un dragon, si le dragon existe ou si le dragon n'existe pas, si le dragon est une superstition ou au contraire une dimension du réel. Ce que vous pouvez déterminer, en revanche, c'est que si vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas de dragon, il y a une pratique qui est rendue possible, ou en tout cas facilitée, qui est tout simplement l'extraction l'extraction du charbon et évidemment l'usage de ce charbon comme énergie fossile dans le cadre de ce qu'on appelle le capitalisme fossile ou l'extractivisme. Ce qui m'amène à cette hypothèse qui consiste à dire
que le désenchantement du monde, ou ce qu'on appelait le désenchantement du monde, est aussi un désenchantement du monde souterrain, des sous-sols, pas simplement de la Terre, mais de ce qu'il y a en dessous de la Terre. La deuxième chose, et c'est ce que j'essaie d'appeler le sécularocène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les conditions d'émergence de l'extractivisme, il y a justement cette transformation à ce qu'on appellerait, si vous voulez, le rapport à l'invisible, mais c'est un rapport à l'invisible qui n'est pas simplement céleste, puisque en fait, là, le lieu où on rencontre le ciel, c'est précisément sous nos pieds, quoi, comme le montre en partie cette archive. La deuxième chose que je voudrais préciser, ou proposer plutôt, c'est le fait qu'on se situe en fait à travers ce texte dans une autre géographie que celle à partir de laquelle on pose très souvent les questions de l'extractivisme ou de l'écologie dans le discours européen et particulièrement français. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce discours participe effectivement de la critique du ciel, mais il participe aussi d'autre chose qui est de l'orientalisme. Okay? L'orientalisme étant, si vous voulez, l'ensemble des discours par le biais desquels l'Occident aurait à la fois construit et bien évidemment dominé et justement extrait les ressources de l'Orient. L'Orient étant bien évidemment une catégorie à la fois imaginaire, même si elle a des effets réels, puisque évidemment il s'agit de postuler à travers l'orientalisme qu'il y aurait une unité civilisationnelle qui aurait du Japon au Maroc, ce qui est évidemment très problématique. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a un discours qui est un discours diffus, qui a des racines dans l'anthropologie, mais qui va beaucoup plus loin que ça, et qui est diffusé dans la sphère culturelle, dans la sphère médiatique, etc., qui consiste à raisonner de manière binaire en disant que nous sommes les modernes extractivistes, qui croyons éventuellement en la nature, des fois on nous appelle les naturalistes, et l'altérité de nous-mêmes, donc les autres, qui ne seraient pas extractivistes et qui potentiellement seraient des modèles, ce seraient les animistes, okay, avec une géographie qui, globalement, fait de l'Amazonie le centre de cette autre. Et, si vous voulez, cette perspective, même si elle a créé des effets fondamentaux et hyper intéressants, le problème, c'est qu'elle omet, en tout cas, elle ne nous permet pas de vraiment regarder sérieusement la manière dont, précisément, le déploiement de l'extractivisme à partir de l'Occident s'est précisément construit au fur et à mesure d'histoires, de conflits, avec ce que j'appellerais l'autre le plus proche de l'Occident, qui est précisément celui qu'il appelle l'Orient. Okay ? Du coup, ce que je vous dis là, évidemment, fait partie d'un projet plus vaste qui consiste en fait à essayer d'écrire une histoire environnementale de ce qu'on appelle justement l'orientalisme. Et à partir du moment où vous faites ça, vous êtes obligé de prendre au sérieux précisément la manière dont l'Occident a inventé la religion. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce que je pense que la religion est inventée et que ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Ce n'est pas un universel anthropologique. Vous n'allez pas aux quatre coins du globe pour observer l'existence de la religion. C'est plutôt qu'au fur et à mesure de la circumnavigation et de la diffusion du discours missionnaire, l'invention de l'ethnographie et évidemment la globalisation coloniale, en fait, si vous voulez, du christianisme et ensuite de la modernité. Ce qui se passe, c'est que précisément, on commence progressivement à croire en l'existence de la religion. Okay ? Donc, si vous voulez, pour dire schématiquement, moins on croit en Dieu, plus on croit en la religion, ou plutôt, il faut qu'on dise la religion existe pour pouvoir dire les humains ont inventé tous ces fantasmes. Et en fait, cette religion, elle ne va pas du tout de soi. Alors, pourquoi je dis ça et qu'est-ce que c'est le lien avec l'orientalisme ? En fait, si vous regardez la manière dont fonctionne le concept d'Orient à partir spécifiquement de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, qui est un moment, si vous voulez, qu'on pourra appeler de sécularisation pour faire rapidement.
C'est-à-dire, on n'est plus seulement dans un vocabulaire chrétien, mais beaucoup de choses qui ont été d'une certaine manière accumulées par la chrétienté se retournent d'une certaine manière contre sa propre matrice théologique. Eh bien, en fait, une des manières dont on décrit et dont on définit l'Orient, c'est via le concept de théocratie. Théocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir de Dieu. Donc globalement, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'Orient aurait confondu la politique et la religion, et l'Occident aurait séparé la politique et la religion. Okay? Ce que ça nous montre, c'est qu'à partir du moment où vous prenez en compte, si vous voulez, cette géographie-là dans l'histoire de l'extractivisme, ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas simplement la dualité entre l'humain et le non-humain, le dualisme ou l'opposition entre la nature et la culture qu'inventent les modernes. C'est aussi précisément l'opposition, la séparation supposée entre la politique et la religion, l'économie et la religion, la société et la religion, bref, le monde séculier et la religion. Et précisément, à partir du moment où cette séparation est inventée, on la projette en fait sur un autre qui supposément serait celui qui confond les deux ordres. Si on part en fait si on essaie de prendre en compte ces dimensions du problème, qui n'annulent pas les autres dimensions du problème, à savoir, ça n'annule pas le fait que le capitalisme joue un rôle central dans l'affaire, évidemment le colonialisme aussi, ou si on veut parler comme un certain nombre d'autres blogs, le naturalisme non plus. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, et s'il fallait le résumer d'un mot, je dirais du coup que le sacrifice du ciel a bouleversé la terre. Ce qui signifie au fond que ce qui s'est passé à partir de l'émergence de la modernité, ce n'est pas vraiment qu'on se soit débarrassé en fait du salut ou de la volonté de réaliser, d'atteindre le salut, c'est qu'on l'a progressivement transféré sur terre. Donc on a demandé à la terre de porter le fardeau du ciel. Le problème, c'est que le ciel pèse lourd, vous voyez. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment ça, parce que je ne sais pas trop si vous voyez, mais c'est évidemment de la calligraphie, en tout cas c'est inspiré de la calligraphie, qui est un art en fait alors évidemment ça dépend, et la preuve en est ce dessin, mais qui est un art qui a tendance à précisément abolir ou dissoudre la logique de la figuration. Okay, donc vous n'êtes pas censé voir une figure. Mais il se trouve bien évidemment qu'en fait, vous la voyez, cette figure apparaître, et qui ressemble en fait très étrangement à ce fameux dragon. Et ce dont je veux vous parler à travers cette image et à travers ce que je viens de vous dire, c'est une question qui me tient un peu à cœur, qui est la question de l'invisible. Bon, j'ai commencé par parler de ce qu'on appelle parfois l'animisme. Bon. Et j'aimerais simplement dire ou rappeler en fait quelque chose qui est que ce qu'on appelle animisme en Occident est souvent en fait un animisme tronqué ou réduit. Puisqu'en fait, je ferai référence ici à un livre assez fondamental en vérité qui s'appelle La chute du ciel, qui est en fait un dialogue mais qui est fondamentalement un entretien avec quelqu'un qui s'appelle Kopenawa, qui lui-même se définit lui-même comme chaman, nous rappelle en fait précisément que ce qu'on appelle l'animique, précisément c'est une part animique du réel. Donc en fait, si vous voulez, ça a trait à une pratique de l'invisible. Et en fait, il n'y a pas pire contresens, si vous voulez, concernant l'animisme, que celui consistant à dire « haha, l'animisme, c'est, si vous voulez, la forme de la vision du monde, si vous voulez. » Alors évidemment, on parle souvent d'ontologie pour parler de ça. C'est celle donc qui supposerait qu'au fond, l'être humain serait inscrit comme ça dans une sorte de totalité qu'on appellerait la nature, quoi. En fait, c'est exactement l'inverse.
Puisque l'idée, ce n'est pas de dire que l'être humain est un animal parmi d'autres, qui est plutôt une hypothèse qui est proche de nous, qui suppose justement ce concept de nature, et qui suppose d'ailleurs une division possible entre la nature et la culture pour mieux réduire la culture à une notion de nature supposée, enfin supposément claire. C'est exactement l'inverse, puisque l'idée est précisément d'attribuer aux animaux et aux végétaux l'attribut de l'humanité. Donc en fait, on est clairement dans quelque chose qui est complètement inversé. Mais en vérité, une des raisons pour lesquelles justement on ne peut pas réellement appliquer ici le concept de nature, par exemple pour décrire la forêt amazonienne elle-même, mais c'est précisément parce que cette forêt est ce que j'appellerais une horde d'esprit, parce qu'elle est pénétrée justement, constituée par un double, si vous voulez, qui n'est pas lui-même visible ou qui est invisible. Horde d'esprit suppose évidemment que ces esprits bougent ou qu'ils sont en mouvement. Ça signifie qu'au fond, si vous rejetez l'hypothèse de la réalité, je ne dis pas nécessairement l'existence, mais c'est une autre question, de la réalité des esprits, vous ne pouvez pas devenir animiste ou être dans une quelconque relation de remise en cause de vos propres présupposés, en fait, sous un mode ou sur une modalité animique. Il ne suffit pas simplement de dire « nous sommes dans la nature » pour être soudainement libéré de l'extractivisme à travers une sorte de pensée animique ou néo-animique. Il faut plus que ça. Il faut supposer qu'il puisse y avoir des rencontres avec des esprits. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille faire l'hypothèse, je dis qu'à partir du moment où vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas être en régime animiste. J'ai essayé de vous parler de ce fardeau du ciel. Mais en vérité, si on regarde un certain nombre de mythes ou de récits, je ne sais pas comment les appeler, on voit bien précisément, et c'est encore Schopenhauer qui dit ça, que la pratique chamanique a précisément pour fonction de retenir un ciel qui nous tombe dessus littéralement. Alors évidemment, les anthropologues savent ça, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a en fait une part invisible de l'animisme. Précisément, ce qui se passe, c'est que dans la traduction dans l'espace public, si vous voulez, dans la culture au sens large, on perd cette dimension, puisque précisément, elle s'adapte aux conditions qui sont les nôtres, qui sont au fond l'idée selon laquelle le seul réel, au fond, c'est ce qui est ce monde-ci, ou ce qui est éventuellement visible ou précisément traductible dans l'idiome de la nature. Le reste étant des imaginations ou des illusions. Je voudrais aussi vous parler de la part, d'un mode d'accès à cette part animique et que j'essaie d'appeler par métaphysique du réel, qui est en fait tout simplement le rêve. Puisque, en fait, sans une prise au sérieux de la réalité des rêves, c'est-à-dire le fait que le rêve soit autre chose que simplement la projection de vos désirs, inconscients éventuellement, au fond que vous soyez la source du rêve, que vous ayez des rêves, prendre au sérieux ces autres traditions, justement, qui pensent, entre guillemets, la nature différemment, et on voit bien que c'est complètement différent de cela, il faut prendre au sérieux la possibilité que les rêves viennent à nous ou qu'il y ait des rêves-visions. Parce que précisément cette part animique, qui est aussi la part humaine de certaines réalités ou de certains êtres, apparaît précisément en rêve. Le rêve étant, de ce point de vue-là, un mode d'accès à une autre dimension, si vous voulez, de la réalité. Il y a en fait un concept dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui précisément, en fait, en arabe, mais ce concept a probablement des sources dans d'autres langues, notamment dans le persan, en fait. Mais ce concept, c'est celui de Barzakh, donc B-A-R-Z-A-K-H. Alors, je voudrais vous parler de ce concept précisément parce que il nous introduit en fait à une autre manière de penser l'expérience du rêve.
En fait, un Barzac, c'est une frontière, ou plutôt c'est un espace entre deux choses. Okay, ce qui signifie justement, et c'est une des manières de le concevoir, que c'est un entre-monde, un intermonde, qu'on appelle parfois imaginal, pour le distinguer de imaginaire, c'est-à-dire que l'idée est que votre imagination n'est pas quelque chose que vous créez, mais c'est un mode d'accès à un certain lieu. Et là, ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il est à la fois utilisé de manière très ordinaire pour dire la frontière. Il est par exemple utilisé par un certain nombre de migrants en fait, qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui essaient de passer par le Maghreb pour aller en Europe. Barzac, c'est la frontière, et c'est aussi par le même biais la Méditerranée. Mais il a aussi un usage, et c'est ça qui m'intéresse, profondément philosophique, profondément en fait spéculatif ou métaphysique. Cet usage, on le trouve dans un certain nombre de traditions qui, justement, sont proches de nous, entre guillemets, puisque certaines d'entre elles naissent en Andalousie et que certaines d'entre elles ont été reprises notamment par une figure qui, en fait, fait partie de l'histoire de la France dans ses rapports avec l'Afrique du Nord et spécifiquement l'Algérie, qui n'est autre, en fait, que l'émir Abdelkader, qui a un certain nombre de textes sur le Barzac. Donc, de cette manière, c'est un concept qui nous a constitués ici, dans cette salle, et dont j'aimerais en fait faire résonner la voix philosophiquement, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est le Barzac? Bon, c'est comme une mer entre deux mers, comme un monde entre les mondes, mais en fait, plus précisément, c'est un lieu, le lieu des rêves donc, qui a en fait pour fonction, pour statut, de remettre complètement en cause le dualisme, l'opposition entre la vie et la mort, puisque précisément des morts peuvent apparaître à cet endroit. Mais aussi, et c'est probablement le plus intéressant, l'être et le non-être, ou l'existence et la non-existence. Bon, voilà, on commence à faire de la métaphysique, justement. Parce que si vous dites, oui, bon, d'accord, mais ça existe ou ça n'existe pas, je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, déjà, vous voyez que c'est une négation. Donc déjà, il faut nier quelque chose. Donc ça veut dire que le quelque chose, il se donne un peu à vous quand même. Donc il a une certaine forme de réalité. Après, vous dites, non, non, ça existe. Éventuellement. Et là, à partir de là, on va s'affronter. Il y en a qui pensent que ça existe, il y en a qui pensent que ça n'existe pas. Or, précisément, la réalité de cette zone ou de cette frontière, c'est de dissoudre. C'est du réel qui ni n'existe, ni n'existe pas. Ni. C'est pour cela, en fait, que je vous disais que souvent, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, si tout le monde, en fait, parmi vous est familier avec ce terme, mais évidemment un terme qui est devenu très à la mode, et parfois à juste titre, mais l'idée, c'est de le problématiser. Ce terme, en fait, c'est le terme d'ontologie. Alors d'où ça vient cette question? Et je vais essayer d'expliquer ce que c'est en guise de conclusion. Vous voyez, les anthropologues, à un moment donné, ils ont dit justement, la religion, c'est pas vraiment un universel, c'est un concept chrétien. La nature, pareil. La culture, d'une certaine manière, idem. La question donc, c'est, vous pouvez comparer différents collectifs, comme on dit, différentes civilisations ou formes de vie. Le problème, c'est que vous allez toujours avoir besoin d'un concept qui est à peu près commun et qui vous permet justement, parce qu'il est commun, de faire des comparaisons et justement de décrire des différences entre ces différents collectifs. Et ontologie, qui est ce terme un petit peu technique qui vient de la philosophie grecque, ça se réfère fondamentalement à l'être. Okay, donc, si vous voulez, différentes conceptions de l'être, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, là, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous avez une conceptualisation du rêve qui n'a pas besoin de l'anthropologie pour se savoir elle-même. Et vous avez une conception du rêve qui vous dit que la réalité du rêve fait imploser la division entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il y a quelque chose, quand on parle que des langues européennes, dont on a un peu, ou indo-européennes, dont on a du mal à prendre conscience, c'est que le verbe être n'est pas du tout universel non plus. Nous, on a une fonction de copule. Je suis ici. Le ciel est bleu. Okay, donc vous pensez que l'être
Et par définition partout, puisqu'il doit être utilisé pour connecter ce qu'on appelle un sujet avec un prédicat ou un attribut. Mais il suffit de regarder les langues dites sémitiques pour voir qu'en fait, cette fonction n'est pas du tout universelle. Donc, ce concept que vous utilisez de manière si évidente, c'est, ça existe, l'être, en fait, n'est qu'une grammaire particulière du réel, en fait, qui ne vous donne pas, en fait, accès à l'ensemble des conceptions qu'on puisse avoir du réel. Bon, la dernière chose et la dernière phrase que je voudrais dire, c'est tout simplement qu'en fait, on a beaucoup glosé et beaucoup parlé du fait que l'extractivisme avait inventé la nature. Et précisément, il faudrait s'intéresser, et c'est ce que j'ai essayé de faire, à la manière dont, quand l'Occident a inventé la nature, il a inventé justement la religion, ce qui a en fait complètement bouleversé la Terre elle-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre quelques questions. On a le temps de prendre quelques questions. Quelqu'un, je vais passer. Merci. Voilà, moi, j'entends depuis pas mal de temps dans le milieu associé à l'art contemporain et puis aujourd'hui aussi beaucoup le mot colonie, 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 et puis l'Occident et puis le reste. Puis comme s'il y avait une sorte d'antagonisme entre l'Orient, en Orient, une religion chrétienne et puis d'autres qui seraient schématiquement animistes, par exemple. Là, on a dit, voilà, dans le langage occidental, on est obnubilé par la présence du verbe être, c'est faux. Le russe, il n'y a pas le verbe être, il n'y a pas le sujet non plus. Bon, c'est une langue indo-européenne pourtant. Après, bon, j'ai eu un peu de mal à suivre le fil de la conversation, mais quand on parle d'extractivisme et du corps, et puis parce qu'il y a eu le mot qui était très important de superstition, enfin Michel Serres, dans son livre Le mal propre, explicite ce mot, c'est la superstition, c'est la vie après la mort. Et j'ai quand même l'impression, si on parle d'extractivisme, parce que c'est aussi important de parler du rapport au corps, puisque schématiquement, on a commencé à vraiment travailler sur les corps humains, à s'autoriser des expériences sur les corps humains, en même temps qu'on a vraiment avancé dans les technologies permettant l'extraction minière. Bon, voilà, c'est juste une petite remarque. Ahmed, je réponds au fur et à mesure. Oui, non, vas-y, réponds si tu... Moi, je ne présuppose pas du tout qu'il y ait une division absolue ou un écart infranchissable entre l'Occident d'un côté et l'Orient de l'autre. C'est des catégories qui sont justement inventées, en fait. Ça signifie, au fond, qu'elles créent les conditions de leur propre réalité. Et les conditions de cette réalité, c'est le pouvoir, en fait. Donc moi, je ne considère pas du tout qu'il y a un Occident en tant que tel et qu'il y a un Orient, si vous voulez, en tant que tel. Maintenant, sur l'opposition, si vous voulez, dont vous parliez, entre nous, les modernes, eux, les animistes, effectivement, l'idée est précisément de compliquer cette dualité tant que faire se peut, quoi. Maintenant, évidemment qu'en fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de nord et qu'il n'y a pas de sud, en fait. Bien évidemment, on peut toujours déconstruire cette affaire, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas déconstruire le fait que l'extractivisme fonctionne, si vous voulez, à l'échelle globale, à partir d'une inégalité frontière, en fait, fondamentale, entre les frontières ou que matérialisent ces frontières, tout simplement. C'est un peu comme le fait de dire ne soyons pas eurocentristes, mais le problème c'est que si les rapports de force qui structurent le monde sont centrés autour de l'Occident, vous allez en fait les reproduire en les évitant, quoi. Après oui, non, bien sûr, c'est pas toutes les langues indo-européennes, et du coup ce que vous dites justement montre en fait d'autant plus la relativité de ce verbe être et de son statut, quoi. Voilà, je vais être très court. Merci beaucoup. Moi, je vais poser une autre. Vas-y, pose ta question. Alors. Oui. Tout d'abord, merci. Vous nous avez vraiment emmenés dans un voyage au-delà même du souterrain, je dirais. Je suis particulièrement fascinée par le terme imaginal.
qui est définie comme modalité d'accès à un lieu. Donc j'aimerais, si vous pourriez nous dire un peu plus de ce lieu, de l'articulation de ce lieu avec les autres sphères dans lesquelles nous naviguons, et le jardin a-t-il une place dans ce lieu? Ça, c'est une question un peu abyssale. Mais bon, je l'ai cherché, évidemment. Tu as 5 minutes pour y répondre. Voilà, c'est ça. Il faut que je vous dise quand même que vous avez préparé quelque chose de très historique, avec des dates, et puis de la matière et du matériel, etc. Et puis je me suis dit, bon, en fait, peut-être que j'ai envie de parler de ça plutôt. Puisqu'en fait, évidemment, vous allez me dire, oui, tout ça est abstrait, etc. Mais en fait, tout ça est lié, bien sûr, à un travail notamment sur l'État et sur le rôle de l'État dans ce que j'appelle l'État fossile, quoi, qui n'est ni totalement le capitalisme, ni simplement réductible au colonialisme. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Imaginal. Bon, ça dépend en fait des interprétations. Il y en a plusieurs en fait. Et la raison pour laquelle je parle d'anthropologie métaphysique, c'est que moi, je viens pas là en disant le Barzac est justement. Et la preuve en est que c'est beaucoup plus complexe que ça de le penser justement. J'essaie de dire si on doit prendre au sérieux ce concept, un peu à la manière d'un anthropologue, c'est-à-dire on comprend comment on pense, quoi, différemment de nous. Alors justement, il faut essayer de le prendre au sérieux et de penser avec lui, tant que faire se peut, penser avec ce concept, quoi. Bon. Et la manière dont il s'articule à d'autres lieux, c'est une question qui est très intéressante et qui varie en fait selon les auteurs qui globalement appartiennent à la tradition dite soufie. Mais si vous voulez, s'il y a quelque chose de commun entre eux, c'est que justement le fait de dire il y a le monde et l'autre monde est quelque chose qui est complètement en fait complexifié et remis en cause. Vous voyez, ici les philosophes adorent parler de l'immanence vs la transcendance. Donc l'immanence, c'est ce qui appartient à ce monde, et la transcendance, c'est éventuellement ce qu'on invente, bref, le ciel, quoi. Et en fait, l'idée assez simple qu'il y a chez ces auteurs consiste à dire, si vous abolissez en fait ici-bas, vous abolissez le ciel. Si vous abolissez le ciel, vous abolissez l'ici-bas en fait. Il n'y a pas d'immanence sans transcendance, il n'y a pas de transcendance sans immanence. Bon. Et tout ça se dissout d'une certaine manière. Mais du coup, il y a une manière de penser le réel comme des niveaux de réalité et non pas comme un seul monde qui éventuellement s'opposerait à un autre monde. C'est pour ça que, en fait, l'idée de parler des intermondes est déjà une manière un petit peu abstraite de le dire. Mais c'est fondamentalement des niveaux de réalité que vous ne pouvez voir et auxquels vous ne pouvez avoir accès que si vous développez une certaine forme de technique du corps, en fait. Voilà. Donc au fond, évidemment, si vous n'avez pas la technique pour avoir accès à ce niveau de réalité, vous allez dire, bah non, ça n'existe pas. Mais là, vous voyez, le débat n'est pas du tout fermé, puisqu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas la technique pour le dire autrement. Bon. Autre chose sur le jardin, c'est vraiment compliqué. Le Barzac est en fait parfois pensé comme un lieu où attendent les morts. C'est un entre-deux dans lequel ils peuvent du coup apparaître aux vivants. Vous trouvez des choses similaires chez les dits animistes en fait. Sauf qu'il n'y a pas de jugement dernier dans ce cas-là, mais dans certaines traditions qu'on dit monothéistes, vous comprenez bien que j'essaie de montrer qu'il n'y a pas d'opposition stricte entre les deux, parce que souvent dans le discours écologiste, le monothéisme c'est le méchant et l'animisme c'est le gentil, quoi. Bon. L'idée, c'est de dire que c'est là où les âmes, si vous voulez, attendent avant le jugement, quoi. Maintenant, par rapport au jardin, c'est une question qui est très intéressante parce que ça supposerait, en fait, dans la lecture à la fois de la Bible et de la tradition coranique, mais aussi probablement d'autres traditions où, en fait, ces thèmes sont présents, de se poser la question, une question effectivement théologique, de montrer comment précisément ce type d'espace, en fait, barzakien ou liminal, s'articule justement à l'épisode de la chute. Évidemment, penser ça, c'est pas penser dans le temps, c'est penser justement les différents plis, si vous voulez, du réel. Et en fait, c'est à ça qu'invite cette pensée, vous voyez, si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, merci. En fait, moi, je vais juste terminer avec une petite note parce que on avait fait tout un cycle de films autour du charbon, et donc on avait montré notamment ce film King Coal, qui d'Ellen Macmillan, qui se passe donc aux États-Unis et qui est une espèce de, pas d'ode, mais en tout cas de documentaire où on voit les mineurs qui travaillent aux États-Unis dans ces mines qui vraiment ont du mal à
à perdurer. Et en fait, leur obsession, leur crainte, mais la plus grande, c'est pas que le fait que, enfin d'abord de perdre leur boulot, mais aussi qu'avec leur grosse machine, ils tombent sur une poche de méthane et que cette poche de méthane remporte tout le monde dans une flamme comme ça et tue tout le monde. Et ils ont tous, je dis tous parce qu'il n'y a que des mineurs dans ce film, cette crainte absolue de se faire emporter par les flammes. Et finalement, quand tu nous fais quand tu commences sur cette présentation finalement de ce qui est censé être une superstition, de tomber sur l'une des veines du dragon qui viendrait tout déstabiliser, voilà, en fait, tomber sur une poche de méthane, qu'est-ce que c'est si ce n'est réveiller une forme de dragon, et je trouve que c'est là où il y a justement, à partir d'une comparaison d'anecdotes comme ça, on peut redéployer quelque chose de très très intéressant sur tout le système que tu nous as présenté. Donc voilà, je te remercie encore une fois pour cette conférence. Et on va maintenant accueillir... on fait une pause? On fait une petite pause? Non, je crois qu'on y va. Vous voulez faire une pause ou vous voulez enchaîner? Vous me dites une pause. Alors une pause de 5 minutes et on revient.